Un grand merci à Patrick Écoutin d'avoir, malgré toutes ces difficultés, d'être arrivé jusqu'ici. Et maintenant, nous allons écouter Jean-Marie David, qui est ingénieur agronome, qui a, entre mille autres choses, créé, je vais juste rappeler cela, en 1992, le bureau d'études Phytoconseil, qui a continué ses activités jusqu'en 2016, et qui a collaboré très étroitement avec Pascal sur de très nombreux chantiers dont il va prendre une sélection pour nous en parler cet après-midi. Écoutez, quand on m'a demandé d'intervenir, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'il fallait, dans ces périodes d'activité syndicale intense, représenter le syndicat des petites mains qui avait entouré Pascal, notamment parce que je pense que, comme moi, vous êtes peut-être étonné de la multiplicité des collaborations et des projets sur lesquels il a réussi à travailler. Et je me faisais la réflexion pendant le déjeuner ce midi du fait que, en fait, Pascal travaillait avec des cercles de collaborateurs qui ne se recoupaient qu'assez peu, quoique se connaissant très bien les uns les autres. Et c'est une des choses qui m'a frappé. Je vais essayer de mettre ça un petit peu en évidence dans cette intervention. Et puis, je vais aussi essayer de vous montrer l'évolution de l'organisation, si on peut parler d'organisation pour Pascal, car en ce qui me concerne, j'avais trouvé que c'était très très évident. Alors, on s'est connus sur le chantier du Jardin des Tuileries, tout simplement parce que, à l'époque, on nous avait demandé de faire une étude sur l'état des arbres, ça remonte à 1989-90, pour l'intégrer à l'intérieur des documents destinés au concours. En fait, l'établissement public du Grand Louvre souhaitait qu'on fasse quelque chose de très soft, compte tenu du nombre d'arbres qui étaient encore en assez bon état sur le jardin. Et au final, après avoir fait une étude sur l'ensemble, il m'avait demandé de faire une proposition qui évidemment était une proposition de technicien. Je dois dire honnêtement que je n'ai jamais prétendu être un créateur d'une manière quelconque. Et après avoir fait cette proposition, Pascal est venu me voir, il m'a dit « Écoute, je trouve que ton truc, c'est pas mal. On a l'impression que tu es prêt à te coltiner avec ce que tu as raconté. Est-ce que tu es d'accord pour nous joindre à l'intérieur de l'équipe ?» Ce qu'évidemment, j'ai fait avec plaisir. Dans la réalité, le travail a été surtout effectué avec Louis Bénèche, pour la partie en tout cas de replantation des arbres. Et je vous ai remis juste un petit mémo numérique. On a quand même replanté en réalité 277 la première année, 381 la seconde et 613 après. C'était donc une grosse opération. Le budget faisait 16 millions d'euros. 16 millions de francs, pardon, je vous dis une bêtise, bien entendu. Merci d'avoir corrigé. À la louche, ça fait aux alentours de 3 millions d'euros. Je vais juste souligner que déjà à l'époque, il n'était pas de mise, quand on travaillait avec Pascal, ou Louis d'ailleurs, d'être timoré dans les techniques. Et comme ils avaient vu que déjà à Angers, on utilisait des mélanges terre-pierre depuis un certain temps, comme ils étaient tous conscients du fait qu'un des problèmes de ce jardin, c'était la compaction des sols par le passage répété du public, eh bien on n'a pas hésité une seconde à mettre en œuvre des terre-pierres, qui à l'époque passait pour une technique révolutionnaire. En fait, elle n'était pas si révolutionnaire que ça, mais disons qu'à ma connaissance, à l'époque en Île-de-France, elle n'avait jamais été utilisée. La replantation a donc eu lieu, et puis, comme d'habitude, une petite récompense en décembre 2010 en voyant la neige sur le jardin. Je ne m'étendrai pas davantage, je crois qu'on a suffisamment bien parlé ce matin du Jardin des Tuileries. Et je vais passer immédiatement à Méry-sur-Oise. Là encore, pour essayer de présenter l'équipe. On est en 1997, Pascal Cribier et Lionel Guibert signent avec ce qui était encore à l'époque la CGE, la Compagnie Générale des Eaux, un contrat pour la rénovation et presque la création d'un parc de démonstration du savoir-faire de la compagnie en termes de traitement des eaux à Méry-sur-Oise, dans l'ancien château des Ségures.
c'est à l'époque Villemotte qui s'occupe de l'intérieur, Jean-Michel Villemotte, qui s'occupe de l'intérieur de ce château, qui doit être en fait un centre de présentation assez prestigieux, tout en étant en même temps un centre de formation destiné aux cadres de la compagnie. Et à l'époque, Jean-François Dubos, assisté de Philippe Rabat, assure la maîtrise d'ouvrage. La flèche rouge que vous voyez en haut à droite est ce qui détermine la vocation du site. La vocation du site, c'est que la Compagnie Générale vient de mettre au point une technique qui s'appelle la technique de nanofiltration des eaux. Nanofiltration, ça veut dire qu'on les filtre à 10-9 mètres, donc on est en dessous de 1000 unités en dessous du micron. Et ils utilisent ce procédé qui est un peu révolutionnaire, et évidemment ils veulent faire savoir aussi bien à leurs clients futurs qu'à leurs cadres la capacité technique de leur nouveau procédé. Et donc ils demandent à Pascal de créer, en association avec Lionel Guibert, un jardin dans lequel on va montrer toutes les relations de l'eau, aussi bien sous forme thermique que sous forme chimique, que sous forme dynamique, avec les végétaux. Marc nous en a parlé ce matin avec beaucoup de brio, je ne ferai pas mieux. Je précise simplement qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Je ne parlerai même plus de celle que je considère comme fidèle et inamovible, en l'occurrence Monique Mosser, encore moins de Denis ou de Daphné. Mais on voit apparaître Patrick Blanc, qui sera un appuyeur fort de la conception botanique, et puis toute une série d'ingénieurs qui arriveront à faire quelque chose d'assez magique en termes de conception économique des bassins qu'on a vus ce matin. Et en l'occurrence, Jean-Paul Bonroy, sur lequel j'insiste parce qu'il finira par être associé avec Pascal, associé dans une structure, Jean-Michel Pereira et Erwan Kerwarek chez CETEC TPI, et celui qui va rester le complice d'énormément d'autres opérations, Alain Bournet. Pour ma part, je me suis occupé essentiellement des contrats de culture. Vous avez vu ce matin déjà ces vues assez remarquables. Juste une anecdote pour essayer de donner un aperçu de la manière dont fonctionnait le cerveau de Pascal. Vous voyez l'allée qui circule au milieu de ces deux bassins. Lorsqu'elle n'existait pas encore, Pascal, et Monique le disait ce matin, supportait assez mal qu'on n'arrive pas à rentrer dans sa tête pour comprendre le projet qu'il était en train d'essayer de nous expliquer. Et à partir de l'image juste que vous voyez là, il nous a expliqué la manière dont on allait découvrir le paysage qu'il allait créer en descendant cette allée en pente et en se tournant tous les 10 mètres à gauche et à droite, en nous en faisant une description parfaitement fidèle et qui fut réalisée à epsilon près, à la suite de la réception des travaux de ce jardin. On a parlé ce matin du jardin des brouillards. Je vous montre simplement en bas aussi le travail qui avait été fait, et ça c'est le côté un petit peu greffage, travail directement sur des végétaux que souhaitait Pascal. Si vous regardez les catalpas qui sont dans ce qu'on a appelé le jardin des bulles, il avait dans l'idée que pour répondre aux différentes bulles qui montaient au sein des bassins, il fallait que l'on développe des bulles qui montaient au-dessus des bassins. Et il m'a demandé de monter un contrat de culture pour des catalpas boules sur les différentes hauteurs que vous pouvez voir en surplomb de ces bassins. Toujours dans la même création, le jardin de la pluie, le bosquet des latitudes, et puis l'histoire à la fois un peu triste et assez solennelle, je trouve, puisque Pascal est un des rares paysagistes que je connais qui a vu un de ses jardins partir à l'abandon de son vivant. C'est l'abandon progressif de Méry à la suite des difficultés financières de la Compagnie Générale des Eaux, transformée après en Vivendi, et qui trouvait que politiquement il était à peu près impossible de maintenir ce jardin compte tenu des coûts financiers qu'il représentait chaque année. Donc après, l'Agence des espaces verts a essayé de redynamiser ce jardin et de retrouver des fonds pour pouvoir travailler dessus. Et la région, dans ses nouvelles options, a trouvé que ce n'était pas le moment de s'intéresser à la recréation d'un jardin semi-public. Un projet dont nous a parlé Patrick tout à l'heure est quelque chose d'un peu étonnant de la part de Pascal. Pascal était
en tout cas dans les différents projets sur lesquels je l'ai vu travailler, toujours soucieux, bien sûr, que le résultat soit à la hauteur des attentes du client, ce qui est assez légitime, mais surtout à la hauteur de ses propres attentes. Tout à l'heure, Patrick nous disait, Pascal avait toujours un peu l'œil du peintre, il se demandait toujours sous quel angle allait apparaître son projet au point de vue esthétique. Là, pour ces chantiers, des terrasses 12 à 17, donc on est à Nanterre, l'autoroute A14 sort de son tunnel, simultanément le RER est pratiquement parallèle, tout ce petit monde-là se dirige vers la Seine en sortant de la Défense, et à l'époque, ça se présente comme un vaste trou. Garcia et Tretel gagnent le concours, et Pascal Cribier, Patrick Écoutin travaillent sur la conception, et chez Tretel, on suit évidemment bien le chantier. De bons ingénieurs s'y intéressent, chez Y Ingénierie, Philippe Almond pour les éclairages, et de nouveau un vieux complice, Alain Bournet pour les arrosages, et Dieu sait qu'il aura du travail sur ce chantier-là. On se trouve donc, voilà la localisation, et on est dans la première tranche. Je précise que le chantier n'est toujours pas fini et qu'il doit encore aller jusqu'à la Seine, mais que Pascal et Patrick ont conçu les terrasses 12 à 17, c'est-à-dire celles qui sont les plus proches de la Défense. Et là, comme d'habitude, on a un cahier des charges qui est de dire on est autour d'un quartier d'affaires et il est absolument nécessaire que les gens, même après une pluie, puissent pénétrer sur les pelouses pour aller manger leur sandwich, par exemple à midi, même plus tard si ça leur fait plaisir. Et il est absolument nécessaire donc que les gens puissent pénétrer sur les pelouses à peu près une heure après une heure de la fin des précipitations. Et donc ça, c'était le cahier des charges initial. Ceux qui connaissent les sols et les jardins, qui je pense sont assez nombreux dans cette salle, savent qu'après une bonne douche, une heure pour aller sur une pelouse sans se mouiller les pieds et sans la défoncer, quand il y a 200 ou 300 personnes qui vont défiler sur 3000 m², ça s'appelle un stade de foot. Ça s'appelle un stade de foot, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une structure très drainante, et que cette structure très drainante entraîne évidemment le lessivage de tous les éléments nutritifs qu'on va avoir mis en place pour le gazon. Et ça veut dire aussi que, comme tout ça est rejeté à l'égout, on est à la fois dans quelque chose de polluant, dans quelque chose de très gourmand en termes de nutrition, et en plus dans quelque chose de très gourmand en eau. Et donc avec Pascal, à la réflexion, Pascal dit tiens, on va faire quelque chose qui est quand même pas très très fréquent. Je te propose, puisqu'on est sur une terrasse ou une structure en terrasse, puisqu'en dessous on a l'autoroute et le RER, de faire des drainages qui vont capturer l'eau qui va ruisseler à travers, laquelle eau va être stockée dans le réservoir que vous voyez là, qui sera bien entendu enterré après, et on va mettre en place des pompages et on essaiera au maximum de réutiliser l'eau percolée à travers les terrains et collectée par les drains pour réarroser nos pelouses et éventuellement, s'il y a par exemple des programmes qui impliquent des programmes d'économie d'eau qui impliquent en période de sécheresse de ne pouvoir utiliser de l'eau que la nuit, restocker à l'intérieur la nuit dans les réservoirs pour pouvoir réutiliser en cas de besoin le jour, y compris pour les nettoyages de voiries et autres. Et donc, on est parti là-dessus. Ce réservoir que vous voyez là, avec la grande arche derrière, ça s'appelle un tubo-sider, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a eu un tubo-sider qui a été enterré sur toute la longueur des 3 premières terrasses. Tout n'a pas marché à la perfection, disons-le clairement, mais le client a surtout oublié qu'il y avait cet attendu sur la fréquentation des pelouses dans l'heure qui suivait une précipitation. Et donc, ils avaient un petit peu fantasmé le fait que ça allait permettre un arrosage totalement autonome et ne consommant pas d'eau du tout en provenance de l'extérieur, alors que de toute évidence, c'est une vision de l'esprit, même encore maintenant, dans les meilleures réalisations. Le fait est que Pascal, qui avait entre-temps un petit peu... s'était éloigné du projet en me disant « Écoute, occupe-toi de la réalisation et puis je regarderai après ». Quand il est revenu et qu'il a vu ce qui avait été fait, grâce à la participation des gens de TGT qui ont été très très attentifs, et quand il a vu aussi la manière dont avaient été traitées les cages d'escalier que vous voyez à droite et qui sont en fait les cages d'évacuation des stations de RER, a trouvé que c'était suffisamment bien pour qu'il apprécie de venir le photographier.
et c'est tant mieux. Voilà donc ces terrasses 12 à 17. C'est une création Cribier et Coutin qui n'est pas au bout du compte tellement mise en avant et peut-être pas assez à mon goût. Toujours sur cette même promenade, à droite, vous avez des chênes verts, en l'occurrence, qui sont plantés dans des fosses qui font 60 cm de profondeur, mais qui sont des fosses de terre-pierre qui sont par contre extrêmement larges. Ce qu'on peut s'offrir assez facilement avec des végétaux originaires de zones montagneuses qui ont l'habitude d'étendre des systèmes racinaires très loin de leur tronc. J'essaierai pas de le faire avec des végétaux notoirement pivotants qui n'auraient peut-être pas la même souplesse. Un autre des projets de Pascal qu'il a développé de 2005 à 2018, puisqu'il vient juste d'être réceptionné, et que donc il n'a bien sûr pas été fini par Pascal, c'est l'hôpital Laennec et surtout les jardins qu'il y avait à l'intérieur. Tout le monde connaît, je pense, parmi les Parisiens au moins, l'hôpital Necker, donc, qui se trouve à l'angle du boulevard Montparnasse et de la rue de Sèvres. Et Philippe Gazeau, l'architecte, avait gagné le concours de la rénovation de cet hôpital qui, à l'époque, dans les années 2005, était vraiment fait de briques et de broc. Il se faisait des interventions d'extrême urgence, des premières mondiales, dans des zones qui étaient... on était pratiquement dans du préfabriqué. Et encore, on se demandait quelquefois si le préfabriqué n'avait pas été directement fait sur place. Et donc, Philippe Gazeau demande à Pascal de l'aider à concevoir le futur jardin de cette zone-là. Voilà l'état initial en 2004 de l'hôpital Necker. Et vous voyez que, voilà, ici donc l'entrée, c'est le carré Necker, qui est un bâtiment classé. Et toute cette zone-ci a été détruite sans arrêter pour autant le fonctionnement de l'hôpital. Et Philippe Gazeau y a construit l'hôpital qui s'appelle Laennec, qui était à l'époque le pôle, c'était un peu plus barbare comme nom, c'était le pôle médico-chirurgical mère-enfant, où on traitait des urgences majeures. Toute cette zone centrale a fini par être détruite. Et la conception qui avait été faite donc d'un côté par l'équipe de chez Gazeau, Philippe Gazeau, Jacques Fortet, puis le bureau d'études Jacobs. De l'autre côté, toujours des arroseurs automatiques faits par Alain Bournet. J'en parle parce qu'il y a très peu de bureaux d'études qui soient complètement indépendants. Ils dépendent en général des entreprises. Et quand on a des arrosages ou des pompages à faire, on est bien content d'en connaître. Et puis après, il y a eu des gens qui ont été en charge de la finition du chantier, notamment à partir de 2015-2016. Et c'est des gens comme Édith Vallée de chez des Phytoconseils et de chez DVA qui ont repris la main. Le premier projet s'était déroulé un petit peu tabula rasa pour toute cette partie centrale. Si vous voyez la petite flèche que j'ai mise là en rouge, ça correspondait à ce monument qui est une tour qui a été dessinée et peinte par Keith Haring. Keith Haring est un des artistes qui est mort d'une épidémie qui a ravagé une bonne partie des personnes qui vivaient de manière un peu libre. Et au début, l'hôpital se fichait complètement qu'on détruise cette tour dessinée par Keith Haring. Et lorsqu'il est arrivé l'anniversaire de son décès, et puis surtout qu'en bon opportuniste, ils ont vu que la cote de Keith Haring flambait littéralement au niveau international, on a dit, tiens, ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer de la conserver. Alors, il faut dire qu'initialement, elle était appuyée sur un bâtiment qui l'a stabilisée, et que donc son maintien a nécessité des études techniques relativement importantes. Le fait est simplement qu'au tout début, la tour Keith Haring, elle était rasée. Et puis après, on nous a dit, non, mais la tour Keith Haring, on va la laisser. Et puis, on va commencer à saucissonner un petit peu le chantier. Donc, on a fait un premier chantier qui s'appelait l'allée de l'enfance. L'allée de l'enfance qui donc permettait théoriquement une entrée là, qui a d'ailleurs plus été utilisée, plan sécurité oblige. Et
Après, il y a eu des modifications successives et ça s'est terminé au final par le fait que, toujours avec le plan sécurité, il était nécessaire de créer une aire d'hélicoptères. Donc une aire d'hélicoptères, ça prend de la place. Quand vous avez prévu des plantations tout autour, elles ne sont plus vraiment 100% les bienvenues. Et donc le plan final s'est terminé de cette manière-là. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, comme d'habitude, Pascal, quand il a su qu'il fallait conserver la tour Kessalring, a dit « Cette tour présente des couleurs qui sont remarquables. On va la voir à peu près de partout du jardin central. Donc, on va s'efforcer de créer des plantations qui seront en résonance avec les couleurs de la tour Kessalring. » Et il a refait toute la palette végétale dans ce sens-là. En même temps, Philippe Gazeau avait beaucoup insisté pour que dans la double paroi, qui servait bien entendu à améliorer l'isolation thermique de l'hôpital, on fasse des plantations comme une serre, et donc à tous les étages se trouvent des plantations de bambou qui sont en bac. Et quand évidemment les associations genre Petit Prince ou Blues Rose ont vu qu'il y avait ces espèces de serres avec des bambous, elles en ont immédiatement conclu que ça aurait été dommage de ne pas rajouter dedans des tigres, des girafes, et bref. Et donc nous nous trouvons avec une espèce de zoo factice, mais les bambous sont eux authentiques. Et quand on avait dit à Philippe Gazeau, il ne faut pas qu'ils soient trop hauts parce qu'ils vont s'avachir sur les vitres, ils nous avaient dit à l'époque, je me rappelle très bien, c'est normal, c'est une serre et ce ne sont pas des vitres, c'est une serre. Et puis les gens de l'hôpital en ont décidé un petit peu différemment et ils ont tout taillé à 2,20 m. Voilà. Mais l'effet est un petit peu curieux, que ce soit vu de la rue ou que ce soit vu de la galerie principale de l'hôpital. Le résultat actuel, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça vient d'être réceptionné, je redis, les dernières plantations ont été faites au 15 avril, donc on ne peut pas demander d'avoir quelque chose de spectaculaire encore. On devine toutefois qu'il y a une vraie promesse. Voilà la tour Kessalring vue du haut de l'hôpital. L'espace central qui a été dégagé en démolissant tous les bâtiments, ça fait quand même 9000 m² en plein milieu d'un quartier de Paris. C'est assez rare de créer des squares ex nihilo en détruisant des bâtiments et de mettre à la disposition de tous les riverains, puisque l'espace est accessible, 9000 m² pour que les gens puissent s'y promener. Et voilà, dans le fond, vous pouvez apercevoir ici le fameux hôpital Laennec, avec son pendant ici. Là, c'est l'entrée des urgences. Et je pense que d'une certaine manière, et on en verra un peu, on y verra plus clair dans 2 ans, mais je pense que quand le jardin aura commencé à prendre du volume, quand l'épouvantable mulch de plaquettes de peuplier bien blanches qui a été pendue sur les massifs aura pris un petit peu de couleur, on arrivera à quelque chose qui sera quand même beaucoup plus esthétique, mais je pense que c'est déjà malgré tout une assez jolie réussite. La fameuse histoire d'association est peut-être celle où il a fallu monter une quasi-agence, mais pas seulement une quasi-agence, une véritable agence, mais avec des quasi-salariés. Ça a été les villas sur la Côte d'Azur. J'ai appris ce matin qu'elles étaient situées au Cap d'Antibes, donc je vous confirme que c'est des villas qui sont situées au Cap d'Antibes. À l'époque, en 2005, Philippe Starck dit à Pascal « Écoute, je travaille pour une personne qui est vraiment intéressante, qui est une personne d'origine russe, assez fortunée, et il vient d'acheter sur la Côte d'Azur 11 hectares. Et ces 11 hectares sont issus, en réalité, de 5 propriétés qui étaient adjacentes. » François va nous en parler beaucoup plus en détail, François Macarmoulin. Et donc, je vais aller un petit peu plus vite. Mais vous connaissez tous le goût prononcé qu'avait Pascal pour l'administration, son talent pour gérer des salaires, des déclarations d'impôts. Et là, je suis désolé, François, Patrick, j'ai pas osé faire les falsifications de tous les documents qui étaient nécessaires pour essayer de régulariser les choses. Donc après y avoir bien réfléchi, Pascal me dit toi, ça fait quand même des années que tu as une entreprise, est-ce que tu voudrais pas qu'on monte une structure ensemble? Alors, ça mérite un petit peu de réflexion. Bien sûr, je lui dis pourquoi pas, mais en même temps, moi je suis à moitié breton, à moitié normand, donc en termes de tête de cochon, je suis pas mauvais. Et je lui dis, écoute, pourquoi pas, mais si c'est moi qui prends les responsabilités, je peux aussi prendre les décisions. Et donc, je lui dis, je veux tout à fait bien, c'est pas un problème de répartition des capitaux, mais je veux être majoritaire pour pouvoir prendre les décisions qui me semblent nécessaires à la bonne gestion d'entreprise.
OK, me dit-il, et nous recrutons illico un troisième larron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Jean-Paul Bonroy. Jean-Paul Bonroy, je ne suis pas sûr qu'il soit venu aujourd'hui. Jean-Paul Bonroy, c'est un ingénieur assez extraordinaire, qui avait commencé à la CETEC, je crois, comme maîtreur-vérificateur, et qui a simplement terminé au poste d'ingénieur en chef, après avoir monté un par un tous les galons et en assumant lui-même toute une partie de formation par des cours d'origine extérieure. C'est un bonhomme que Pascal admirait profondément, je crois, tant dans son savoir que dans sa clarté, et pour lequel j'ai encore, et j'espère pour longtemps, pour nous deux, une très grande amitié. Et donc, nous voilà embarqués avec Jean-Paul Bonroy, Pascal et puis moi, à créer une société qu'on appelle, après quelques réflexions linguistiques, Aptech-Emo. Alors pourquoi Aptech-Emo? Donc c'est appui technique à la maîtrise d'œuvre. Ça a amusé Pascal parce qu'il trouvait que ça avait à la fois une consonance Inca, Aztèque, Aptech. Enfin, il m'a dit on va mettre ça comme ça. Bon, ça vaut pas grand-chose, mais au bout du compte, c'est pas pire que beaucoup d'autres noms. Et de toute façon, on va pas appeler ça les jardins du 17e ou. Bon. Donc on est parti là-dessus et voilà. François Macquart va vous en parler beaucoup en détail. Le plan initial, c'était une première grande propriété là, une deuxième propriété à la perpendiculaire, une troisième propriété de nouveau là, une quatrième ici qui, si ma mémoire est bonne, n'avait pas accès à la mer, et enfin un cinquième terrain là. Évidemment, l'enjeu, c'était de redonner une unité à l'ensemble de ces terrains en repartant à la perpendiculaire. La mer est là. Comme notre client était évidemment très souvent en voyage à l'autre bout du monde, que ce soit à Moscou ou quelquefois sur le yacht qu'il n'avait pas encore fait construire, il était très important d'essayer de lui faire dessiner des rendus. Et les rendus, Pascal avait là-dessus une vision très, très ferme. Il disait que le rendu ne devait pas mentir, et donc il n'aimait pas tellement les rendus parce qu'il disait que c'était la meilleure manière de faire mentir un projet, mais qu'en même temps il devait être artistique. Et sur cette opération-là, se sont succédés plusieurs illustrateurs. Le premier, ça a été Fabrice Moirot, que vous connaissez peut-être à travers toute une série d'ouvrages qu'il a illustrés, notamment sur Venise, et qui a fait vraiment des choses tout à fait remarquables. Et donc, il nous avait fait ce premier dessin et toute une série d'autres. Je passe. Une deuxième personne qui a travaillé dessus, ça a été Ariane Michel, et puis après, Valérie Michel, après Ariane Bora, après on a eu DVA, et vous voyez que tous ces dessins, à chaque fois, étaient réalisés avec un souci artistique et devaient absolument recevoir l'imprimature de Pascal, qui quelquefois n'était pas du tout gêné, comme vous le savez tous, pour torturer un illustrateur jusqu'à obtention du résultat qu'il avait dans la tête. Et puis, à partir de là, le client accepte le projet, on monte une équipe. Dans cette équipe, Valérie Eglès pour le conseil artistique, un garçon qui s'appelle Pascal Raymond, qui s'occupe en bonne partie des plans. DVA fait aussi des plans informatiques. On a les illustrateurs dont j'ai déjà parlé. Toujours notre ami Alain Bournet pour les réseaux d'arrosage. Un garçon qui s'appelle Jean-Luc Guézot, qui fera le suivi du chantier pendant les 3 années. Et puis François Macquart, qui lui sortira de son rôle traditionnel de botaniste pour aller nous faire une visite soignée de l'ensemble des pépinières qu'il pressent pour pouvoir planter ce qui est quasiment devenu son projet en termes végétal. Et ici, il y en aura l'Italie, l'Espagne, et en écrivant à chaque fois dans la langue natale de ses lecteurs, ce qui me réjouira, moi qui ne lis pas du tout l'espagnol. Mais c'était moi qui signais les bons de commande, bon, enfin, c'est pas grave. Et donc, le projet démarre. Je pense que François va vous en parler très en longueur. Mais simplement, je voulais juste signaler, à partir d'une photo d'ailleurs qui a déjà été montrée tout à l'heure par Patrick, l'obligation qu'on avait sur cette zone de 11 hectares, qui avait quand même été partiellement imperméabilisée, de créer des bassins de tranquillisation au moment des fortes pluies. On est en bord de mer, les sols sont très rouges. Si jamais il pleut, on a une traînée qui fait 3 km qui se déverse dans la Méditerranée.
Tout le monde pense au Beau Rouge de Corse, ça n'a rien à voir, c'est notre bonne vieille latérite française. Mais il fallait absolument faire ça. Quitte à faire un bassin de rétention, nous dit Pascal, pourquoi n'en faire qu'un seul? C'est vrai, c'est une logique qui s'impose tout à fait. Donc au lieu de faire 300 bêtes mètres cubes, on va en faire 900. Et dans les 900, il y en a 300 qui seront une réserve d'eau, qui va nous permettre, puisqu'on va quand même manipuler des végétaux avec des coûts relativement importants, d'avoir toujours une sécurité dans ces zones où une interdiction d'arrosage peut survenir du jour au lendemain. Et puis, on va avoir un bassin donc, qui sera toujours plein, un bassin qui sera toujours vide. Ce bassin qui sera toujours vide, c'est celui qui va servir de bassin de régulation pour capter les eaux de pluie. Et au milieu, un bassin qui tantôt sera plein, tantôt sera vide. Mais jamais 304. Et Pascal dit, puisqu'on va faire 3 bassins, on va en faire un 4e. Et le 4e en question, il va être dans l'axe d'une photographie que nous a montré Patrick tout à l'heure, qui est ce qu'on appelait la grotte de méditation. Et voilà ce petit bassin-là à vide. Et dans l'axe de la grotte de méditation, on voit ce bassin éclairé pendant la nuit, qui permet, avec différentes animations, notamment des jeux de bulles et des jeux de lumière, d'avoir un point focal qui permette aux gens de se concentrer après qu'ils aient éprouvé le besoin d'aller se replier sur eux-mêmes. Voilà. Et puis, en dernier, Pascal commence à ce moment-là à venir de moins en moins sur ces chantiers. Il faut dire que c'est loin. Il a beaucoup de problèmes de dos déjà à l'époque. Et je ne pense pas que sur ce chantier, qui était quand même un chantier très important, il soit venu beaucoup plus de 10 fois. Mais le voilà, vous l'avez ici en dos, contemplant en fond la fameuse grotte de méditation. Le bassin qui est dans l'axe se trouve ici. Quant aux ajouts de mitorage, c'est le choix du client et de la cliente. Je ne pense pas qu'il correspondait tout à fait aux idées que Pascal avait. Voilà. Et enfin, je vais aborder maintenant 3 chantiers qui n'ont pas été encore traités et qui n'ont pas été traités parce qu'ils sont en fait tout à fait récents. Le premier, c'est le chantier EDF, et j'ai fusionné, au risque d'excéder l'un et l'autre, j'ai fusionné les 2 centres qui sont côte à côte, le centre d'un côté de recherche et développement et de l'autre côté le centre de formation. Toujours les mêmes équipes, donc on travaille à ce moment-là maintenant au sein d'Aptec, c'est Aptec qui rémunère les différents sous-traitants qui sont dans la majorité des cas des gens qui sont des libéraux. Et là, on travaille en très très étroite collaboration avec, pour le chantier qui s'appelle R&D, Francis Soler, donc qui en est l'architecte, son équipe, Jérôme Lotte, Jean-Pierre Lamache, Aurélien Armand, des gens tout à fait extraordinaires qui seront d'une disponibilité incroyable, et une jeune femme qui s'appelle Béatrice Gasconne, qui est plus particulièrement chargée chez Architecture Francis Soler de suivre le chantier. Ça se passera très bien. Côté chantier chez nous, enfin chantier typique de paysage, on va avoir bien sûr, outre Pascal et votre serviteur, Céline Yamato, un dessinateur Philippe Gauthier, toujours notre sacré arroseur Alain Bournet. Et puis on va tomber sur une équipe extraordinaire sur le suivi du chantier, qui sera une équipe sortant de chez CICAD, et CICAD avec un garçon qui n'est certainement pas là, qui s'appelle Cédric Janton, qui sera extraordinairement attentif aux détails de paysage, au point de se demander ce qu'il a à faire dans le béton. Mais bon. De l'autre côté de la clôture se trouve le centre de formation, et j'accélère un peu. Voilà. Initialement, le terrain ressemble à ça, et vous voyez 2 flèches. L'une désigne un petit rond, à gauche. Ce rond, c'est une mouillère, c'est-à-dire que c'est en fait une mare qui a été créée pour recevoir les eaux issues des rigoles de drainage. Et à droite, une autre mouillère qui, elle, est beaucoup plus profonde et qui a exactement la même justification d'existence. C'est des inventions purement anthropiques. Voilà la première mouillère. Et dans cette première mouillère, il y a ce délicieux petit végétal d'Amazonium alisma, dite étoile d'eau, protégé au niveau national. Dans l'autre mouillère, à part ce sympathique canard colvert,
il y a cet animal-là qui s'appelle un triton crêté. Enfin, cet animal, on estime qu'il y en a 20 couples. 20 couples reproducteurs à 15 grammes de triton. Si vous faites le calcul rapidement, vous verrez que c'est 600 grammes de triton. Quand on fait le ratio avec le coût des mesures pour les protéger, je peux vous dire que le caviar et même le blanc-bleu de 18 carats passent pour de la rigolade. Les premières esquisses de Pascal, évidemment, c'est un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'il faut expliquer que dans le cas où on commence à travailler, la ZAC de Saclay n'existe pas encore. Non, pas de règlement de ZAC. C'est une opération prioritaire, donc c'est l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay. À l'époque, c'est le président Sarkozy qui pousse pour que ce soit réalisé le plus rapidement possible. Et en même temps, on s'aperçoit très vite que les sols sont presque totalement imperméables. Alors quand je dis imperméable, on mesure ça en mètres par seconde de pénétration verticale, on est à 10,8, c'est-à-dire un petit peu plus imperméable que le béton. C'est vous dire que quand il pleut par là, eh ben, il faut que ça ruisselle, et quand ça ruisselle, ça passe en fait beaucoup en surface vers les mouillères. Les mouillères sont elles-mêmes canalisées les unes les autres, et le plateau de Saclay servait notamment à desservir en eau la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Après ce magnifique dessin, les choses cristallisent un petit peu, et en fait on arrive donc à un système de douves de collecte, parce qu'évidemment il faut collecter les eaux qui tombent des toits, donc douves de collecte des eaux, un grand bassin de tranquillisation, un petit bassin qui va nous servir à stocker des eaux d'arrosage, une zone ici qui permet de récupérer, et toute une série de jardins très horticoles, avec un jardin jaune qui se trouve ici, dans la part qui manque du camembert, comme on l'appelait à l'époque, et quelques pelouses soignées sous arrosage automatique près de l'entrée. Et après, on était parti sur de la pelouse non arrosée et toute une série de végétaux, notamment venant stabiliser les berges des douves. Et on avait pensé assez classiquement à des cotonéasters, et parce que ça nous intéressait d'avoir des végétaux rampants, parce qu'évidemment, dans un centre de recherche et de développement, vous vous doutez que la sécurité est importante. Au moment où le projet est achevé, le triton et l'étoile d'eau se vengent de la manière la plus basse qui soit. Et on dit, ah ben attendez, ça c'est deux espèces protégées, évidemment vous n'avez pas le droit de les détruire, mais il faut obtenir une dérogation, et cette dérogation, il n'y a que le ministre de l'Environnement qui peut la donner, et le ministre de l'Environnement ne donnera la dérogation que sur avis favorable du Conservatoire national du patrimoine naturel. Donc, ça veut dire en gros, qu'est-ce que vous proposez comme mesure compensatoire pour obtenir l'autorisation de transplanter ou de déplacer ces espèces, et qu'est-ce que vous proposez comme mesure pour limiter l'impact de votre chantier. Il y a un bureau d'études spécialisé qui fait une offre, et dans l'offre en question, il y a, à titre de compensation, on propose de n'utiliser que des végétaux strictement indigènes à l'Île-de-France. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais dans les végétaux strictement indigènes à l'Île-de-France, un jour vous regarderez, vous ouvrez, il y a une très belle flore qui a été éditée par Josin et Navreau, et qui reprend les végétaux indigènes de l'Île-de-France. Et vous allez vous apercevoir que, par exemple, en Île-de-France, il n'y a pas un pin indigène. Que l'if, on n'en est pas sûr. Que le seul conifère vraiment indigène en Île-de-France, a priori, c'est un petit genévrier. Et beaucoup de choses de ce genre-là. Donc, on ramasse notre copie, et on refait. Et après, on va voir à l'époque l'architecte paysagiste de la ZAC, Michel Desvignes, avec lequel on entretient fort heureusement de bonnes relations, et qui nous dit moi j'aime pas tellement votre projet. Donc au moins ça a le mérite de la clarté, donc on révise une autre fois, et une fois que c'est à peu près ajusté, heureusement le chantier voisin, qui était donc le chantier du centre de formation, est lui-même en cours, mais avec une année de décalage. Donc on sait à quoi s'attendre, et là on perd moins de temps. En même temps, on met en commun les deux systèmes hydrauliques. À titre indicatif, on stocke en sécurité 11 000 m3 de flotte
Tout ça, évidemment, parce que comme il y a des ouvrages souterrains, notamment au niveau d'EDF, et que dans un centre de formation, c'est pas encore très très grave, mais dans un centre de recherche, si on noie les salles de recherche, c'est très très mal vu, pour des raisons. Alors le chantier commence. Les décapages sont évidemment un véritable cauchemar, parce qu'ils font commencer le chantier en février. Tout le monde aurait souhaité qu'il commence en septembre, mais c'est en février qu'il commence. Et même les pelleurs ont un petit peu de problème, mais ça finit quand même par se faire un jour. Et petit à petit, les bâtiments sortent de terre. Donc ça, c'est une vue au niveau du chantier, prise avec un drone. Voilà. Et ici, cette partie-ci, c'est donc le centre recherche et développement. Et cette partie-ci, c'est le centre de formation. Le centre de formation a pour architecte ECDM, donc Emmanuel Combarel et Dominique Marek. Et là aussi, la collaboration, dans tous les cas, sera excellente. Et on ne peut vraiment que s'en féliciter. Voilà quelques photos du centre de formation en cours de chantier. Les allées dessinées par Pascal, vous voyez qu'il n'a pas changé réellement son style. On n'est pas vraiment dans la courbe moelleuse. Il faut que ce soit anglais. Quant aux autres zones que vous voyez là, ce sont des rigoles de drainage en surface. Parce que faire des drainages en profondeur, c'est intéressant, mais si l'eau ne descend pas jusqu'au drainage, ce n'est pas vraiment utile. Et maintenant, visite de cette année, ça ressemble à ça. Voilà le centre de formation vu du haut du centre recherche et développement. Voilà les patios que Pascal a dessinés avec amour et puis qu'il est allé renégocier lors d'un déjeuner public avec le patron de l'entreprise, qu'il a tellement, il a tellement cassé les pieds devant tout le monde que le patron a fini par dire ben, « je vous les offre ». Et donc Pascal s'est fait offrir la révision complète de ces patios. Un travail assez étonnant, où on retrouve bien la patte de l'architecte. Pascal voulait absolument, en accord bien sûr avec Francis Soler, maîtriser les dessins des bétons. Et tous les bétons ont été travaillés de manière vraiment fouillée. Pour ceux qui n'ont jamais fait de plantation régulière avec des ajoncs, eh ben, ça donne ça, et c'est pas si mal que ça. Et ça, c'est une petite particularité ici. Ce sont les ronds avaloirs de nos réseaux de drainage. Les réseaux de drainage sont en étoile, et pour servir d'avaloir, puisque tout ça est de toute façon évacué par des canalisations souterraines, on a fait des ronds avec des iris dedans. Une vue générale du système. Ici, c'est le fameux bassin de tranquillisation. Il est pratiquement vide, c'est normal, c'est pris il y a 15 jours. Petite délicatesse qui faisait partie des demandes du client, un amphithéâtre extérieur. Vous allez me dire que ce n'est pas tellement un amphi, puisqu'il est qu'à demi, mais enfin un demi-théâtre extérieur. Et donc, là encore, dessiné intégralement avec Pascal, et l'ensemble PMR, je peux vous dire qu'on en a bavé sur les travaux des pentes. De l'autre côté, Pascal, qui décidément ne doute de rien en termes d'audace, nous fait un patio uniquement dans les tons roses, en reprenant en opposition les tons rouges du bâtiment qui est derrière. Et pour évoquer les énergies telluriques et évidemment se rapprocher d'un volcan, il nous a fabriqué ces très jolis cônes. Les cônes en question sont de 3 hauteurs et les plus bas ont pour intérêt principal de camoufler les émergences du parking qui se trouve en dessous. Il est assez prisé et les gens s'y trouvent relativement bien. Voilà. Je passe très rapidement cette fois-ci au lycée hôtelier de Lille. Donc, on est sur une collaboration avec Caruso St. John. Et ce qu'il y a de vraiment étonnant, donc je ne voudrais pas mettre tout le monde en retard. Voilà le milieu initial. On est à l'île Fives, en plein cœur des aciéries désertées. Ces aciéries ont quand même un aspect assez magique, parce que quand on rentre dedans, il y a une partie des toits qui a été colorée par la rouille, dans le sens des vents dominants. Et donc, on a une lumière qui, d'un côté, est à moitié bleutée et de l'autre côté, est rouge. La ville, à l'époque, veut tout démolir. Et Caruso St. John et Pascal se battront pour obtenir le maintien de ces halles, au moins en partie, et pour y faire le lycée hôtelier, dont voici le plan. Très brièvement, ici, une cour logistique. Ici, le jardin qui est destiné
aborder les habitations des professeurs dont les garages donnent dessus. Ici, un deuxième jardin destiné à aborder les salles des élèves. Et puis une cour centrale que voilà un peu plus en détail et qui est assimilée quasiment pour nous, en tout cas, à une structure de serre froide. Je précise pour bien comprendre qu'une partie des toits a été laissée en place. Donc sur les bords, on a 3 mètres à peu près de chaque côté qui sont découpés et qui sont laissés en place, pardon, avec un vaste trou au milieu. Les plantations, ça a fini par donner ça. L'énorme travail qui a été fourni pour réussir à faire le dessin des dalles que vous voyez là est le résultat d'une collaboration entre Pascal et Caruso St. John. Et ici, on est avec des eucalyptus et ces massifs que Pascal appelait les calissons à cause de leur forme. La forme en question, c'est celle-ci. Calisson un peu irrégulier. Je ne suis pas sûr qu'à Aix, ils les fabriquent comme ça. Et donc, les formes sont les suivantes. Je pense que c'est une très belle réussite. J'ai un peu peur de la qualité de l'entretien qui sera donné dessus, notamment parce qu'il y a des arrosages automatiques et que, évidemment, chacun sait que les entreprises adorent couper les arrosages automatiques pendant l'hiver et ne se préoccupent pas éventuellement de savoir s'il faut ou non arroser les arbres qui sont situés sous les auvents à côté. Voilà ici la salle, le jardin des élèves et voilà ici le jardin des professeurs. Et puis je termine avec la Société Générale. Ça m'a semblé intéressant quand même d'insister sur ces 3 derniers chantiers, parce qu'ils ne sont pas accessibles au public. EDF, encore à la limite, on peut se débrouiller pour avoir des visites. Le lycée hôtelier, c'est pratiquement impossible. Et les dunes à Fontenay-sous-Bois, je ne suis pas sûr que ce soit impossible, mais ce sera compliqué à monter. Là, Anne de Miance, architecte, a une assez belle équipe qu'elle monte, et elle persuade la Société Générale de lui confier l'aménagement de son centre de travaux. On est à Fontenay-sous-Bois, on est à ras de la station RER Val-de-Fontenay, et voilà les dessins du concours. C'est pas tout petit, hein. Je veux dire qu'ici, pratiquement, chacun des bâtiments fait déjà 35 mètres de large. Donc on est dans quelque chose qui est absolument gigantesque, et le centre est prévu, sauf erreur de ma part, pour accueillir 3500 personnes. Donc ça, c'est les attendus du concours. Voilà ce que vend Anne. Et puis, un jour, à la sortie de la conférence sur l'armillaire, auquel ont peut-être assisté un certain nombre de personnes ici, Francis Solaire vient nous voir avec Pascal et dit « Ah bah tiens, je vous présente Anne Demian, elle a un problème parce qu'elle a vendu ça, sauf qu'il n'y a pas de profondeur dans la dalle pour faire les plantations, donc on ne sait pas comment faire. » Bon, c'est dommage parce que c'est assez joli. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que ce sera un des rares chantiers que je connaisse qui soit réalisé aussi près de la conception initiale. Voilà, donc elle nous pose la question, comment est-ce que je peux faire? Alors, à la limite, pour le vol d'oiseaux, là, on pouvait encore trouver une solution. Pour les cultures d'arbres avec 0 de profondeur, c'était beaucoup plus délicat. Donc, structure technique, 3 bâtiments posés sur une rue qui dessert la totalité, et en dessous 2 étages de parking. On est donc partout sur des structures en terrasse. On lui propose donc, parce qu'il faut bien évidemment avoir la possibilité de faire des plantations, on lui propose de faire des jardinières hors sol qui apparaissent sur son parvis. Et Pascal, évidemment, avec son adresse habituelle, lui dit « mais de cet inconvénient, évidemment, nous allons faire quelque chose de magnifique », et c'est vrai d'ailleurs, il le fait, en faisant d'un côté un travail remarquable sur les bétons des allées qui sont transversales, et un travail non moins remarquable sur les jardinières qui vont être faites. Et puis, ici, je vous ai marqué niveau du parvis, c'est là où vont se trouver ces jardinières en sol. Ici, c'est le niveau de la rue inférieure, et là, ici, se trouve le niveau des patios. Et on va voir ce que deviendront ces patios. On a aussi ici un toit d'une zone de livraison, et enfin, on est sur l'avenue du Maréchal Leclerc, non, de Latte de Tassigny, pardon. Je me perds un peu dans les maréchaux. Et après avoir fait cette proposition pour le parvis, on fait une proposition pour les différents patios dans lesquels il est prévu que les gens puissent venir travailler. Et Pascal, qui comme d'habitude ne doute de rien, dit « Ah bah oui, mais il y a quelque chose qui se fait jamais, et comme on est dans la banque, ce serait pas bête, on va associer sur une partie des plantations or et des plantations argent. Après tout, on est dans la banque, c'est du fric, faisons le job.
Et puis, comme les gars de la ville nous disent « Ah bah oui, mais il faut penser à l'écologie urbaine », on va faire aussi une petite zone avec du vert pour avoir un jardin qui assure un minimum de continuité écologique avec les espaces présents. Jusque-là, ça allait à peu près bien. Ici, vous voyez peut-être des petits points. Et bien, ces petits points en question, il se trouve qu'en dessous, il y a des générateurs d'urgence et que les générateurs d'urgence, s'ils se mettent en route et qu'il y en a un qui explose, il faut pouvoir les évacuer en hauteur. C'est un problème qu'on avait déjà eu et qu'on avait déjà travaillé d'ailleurs pour Necker. Et il y a donc besoin d'avoir 3 cheminées assez vilaines, en hauteur, face en plus au siège de la BNP, ce qui est quand même un petit peu de la provocation quand on est à la Société Générale. Et Pascal dit, bon, comme d'habitude, de toute façon, on ne va pas réussir à les planquer, donc puisqu'on ne peut pas les planquer, multiplions-les. Ah, bah, ça va sans le dire. Et puis, de la même manière, on a les problèmes de la vêture de la façade qui est faite avec des bois qui sont des bois en fait synthétiques, des matériaux synthétiques. Ça posera d'ailleurs de gros problèmes entre Pascal et Anne, mais ils finiront par se mettre d'accord. Eh bien, reprenons la totalité de la trame. Et retravaillons donc la trame en faisant des bétons travaillés dans les allées qui vont être perpendiculaires aux façades. Le résultat, c'est ça. Donc voilà les fameuses cheminées. Il y en a des vraies, c'est celles qui n'ont pas de chapeau. Celles qui ont un chapeau, c'est moi qui ai eu l'idée de mettre un chapeau parce que je trouvais ça plus joli, mais surtout parce que ça fait entonnoir pour recueillir les eaux de pluie. Et celles qui ont un chapeau, eh bien, elles reçoivent des plantations. Là, les plantations sont récentes, mais à l'intérieur, il y a un filet qui va leur permettre de monter sur toute la hauteur et de sortir par un bord. Ça commence déjà, comme vous pouvez le constater. Voilà le détail. Après, ça, c'est le niveau sur rue. Bon, le niveau sur rue, en fait, c'est des niveaux sur rue. Un petit niveau qui est en dessous du niveau de l'avenue, un autre niveau qui est à hauteur. Plutôt facile. Et voilà le travail que Pascal a fait sur les jardinières. Et il y a un détail qui ne vous échappera pas, c'est l'élargissement là, pour que les gens puissent s'asseoir, et surtout l'arrondi des angles. Et je peux vous dire que pour faire à une société de travaux publics l'arrondi des angles, il faut être quand même sacrément têtu. Voilà, toujours le jeu des jardinières, toujours la succession des sols, enfin des plantations or et des plantations argent, les bancs sur lesquels les gens viennent se promener, toujours les bancs sur lesquels on peut s'asseoir. Vous pouvez ici voir les bandes créées par le travail sur les bétons qui vont se caler sur le pied de la façade, les patios, qui sont très très fréquentés en fait dès qu'il fait beau, avec ici de l'Erio Botria, on a mis aussi des Troènes du Japon, des choses comme ça, et au sol des Aralias et des fougères. Ça marche bien. Voilà. Et le petit coup de génie qui a été fait, c'est qu'évidemment, là, on est dans la rue qui passe en souterrain, et la personne qui a fait l'aménagement a eu l'idée de créer des vitres semi-réfléchissantes, si bien que par moment, quand on est dans la rue, on ne sait pas de quel côté on se trouve, ni si c'est un patio qu'on voit en travers, ou si en réalité c'est son reflet. Et l'ensemble est une véritable réussite à mon goût. Voilà, j'ai été bien sûr trop bavard. Je ne sais pas si je suis rentré complètement dans mon propos, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été patient.